Donc, bienvenue dans ce 12e Café Redgen qui va traiter des bascules individuelles au sein des organisations et comment est-ce qu'on facilite justement ces bascules individuelles. Donc, on va rester ensemble jusque 14h15. Et pour ceux qui ont l'habitude des Cafés Redgen, une fois n'est pas coutume, on va rester en plein air avec bien sûr des moments d'interaction, mais cette fois-ci, on ne partira pas en sous-groupe. Voilà, on sera plus dans une logique d'interaction. Et puis j'en profite du coup pour vous présenter aussi sur la slide d'après, vous dire qu'on entame en fait une nouvelle saison des Cafés Redgen. Une nouvelle saison du coup qui va tourner autour des leviers qui vont permettre de passer d'un système extractif à de nouvelles voies régénératives. Et du coup, ça fait le lien avec notre sujet du jour, puisque comme on parle de nouveaux systèmes, eh bien, pour changer de système, et je ne suis pas en train de vous spoiler, mais voilà, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, bien sûr, il va s'agir aussi de passer sur un autre mode de pensée et de changer sa façon de percevoir le monde et donc notre système de pensée. Alors, pour traiter ce thème, voilà. Juste comme pour habitude, en fait, Mm. depuis 2 saisons, on fait toujours intervenir d'autres personnes que nous, Infusio. Et la vocation de ces cafés Redgen, c'est vraiment une conversation ouverte. Donc, nous, on apporte des sujets, on propose des pistes de réflexion. Et forcément, vous, chers invités nouveaux ou pas nouveaux, sentez-vous libre aussi de nous interrompre, d'apporter aussi vos grilles de lecture, etc. C'est vraiment une conversation que l'on souhaite avoir avec vous jusqu'à 14h15. Voilà. Donc, on vous partage notre vision du sujet et évidemment, on sera très heureuse de vous entendre aussi partager la vôtre. Donc, on n'est pas dans une logique dogmatique, pour dire ça autrement, mais plus un partage autour de ces thèmes. Alors, donc, sur ce thème en particulier, nous avons invité Véronique Letellier d'AXA Climate. Donc, Véronique sera notre témoin inspirant. Elle va nous partager notamment les travaux de Carol Sanford et elle nous dira comment justement la découverte de ces travaux ont généré chez elle une bascule individuelle avec toutes les répercussions que ça a pu avoir professionnelles. Elle vous partagera ça tout à l'heure. Elle parlait d'une épiphanie. Donc voilà. Alors Véronique, pour vous la présenter, j'ai envie de vous dire que je l'ai rencontrée moi dans un atelier qui était organisé par l'association Éclore. Et quand on s'est retrouvés par hasard, si hasard il y a, à partager un exercice en one-to-one, j'ai été absolument bluffée par la qualité, la profondeur de son questionnement. Vraiment, j'ai tout de suite senti, elle est bien au-delà d'un questionnement de coach. Alors, bon, Véronique est coach, mais pas que. Et donc, à l'issue de l'atelier, la première chose que je lui ai demandé, c'est où est-ce qu'elle avait appris à questionner comme ça, d'où lui venait ce questionnement. Et Dieu sait que le questionnement est un sujet qui me passionne, moi. Et donc, elle m'a dit, bah, c'est un questionnement Regen. Voilà. Et là, elle m'a raconté qu'elle œuvrait chez AXA Climate depuis des années maintenant. Et donc, Véronique a notamment créé Butterfly, qui est un programme digital en ligne qui permet à celles et ceux qui souhaitent s'engager concrètement sur le chemin du régénératif d'ouvrir justement ces voies du Regen. Et alors, pour finir, j'ai aussi envie de vous partager que Véronique, pour moi, c'est vraiment une femme qui est extrêmement alignée, une femme qui marche sa parole, comme disent les Amérindiens. Et pour elle, le Regen, c'est, vous allez l'entendre tout à l'heure, c'est bien plus qu'un concept. C'est pas juste un truc de tête. Cette interdépendance, en fait, Véronique, elle la vit dans sa chair. Voilà. On a eu l'occasion de partager à plusieurs reprises. C'était à chaque fois un cadeau. Et les bascules, elle en a vécu plusieurs et elle nous en partagera une tout à l'heure. Donc, un grand merci à toi, Véronique, d'être aujourd'hui parmi nous. Avec plaisir, merci. Oui, Voilà. Et alors, Nat, oui, alors, oui, 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 tout à fait. Non, 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 t'es sur Zoom là. ah, Ah, d'accord. il y a Brigitte qui nous partage C'est Brigitte qui nous le partage en live. lien. Voilà.
Alors Nat, alors j'imagine que certains d'entre vous la connaissent pour ceux et celles qui suivent régulièrement nos cafés Redgen. Mais pour ceux qui la connaissent pas, donc Nat est la cofondatrice d'Infusio. C'est une designeuse de transformation hors pair qui conçoit chacun de ses accompagnements comme une chorégraphie. Ah ouais. Voilà. Elle est aussi familière du monde sensible qu'elle adresse subtilement dans chacune de ses interventions, ce qui est rare et ce qui est très précieux. Voilà, Nat, c'est aussi une des premières à avoir été formée à la théorie U. C'est aussi une des premières à avoir lancé les formations à la théorie U en France, il y a maintenant plus de 10 ans. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire à ceux et celles que ça intéresse qu'on a jeudi un webinaire justement que Nat va présenter avec Ségolène Guiton pour présenter la formation à la théorie U. Voilà qu'on propose. Alors, pendant ce webinaire, Nat fera le lien avec vous et donc elle vous sollicitera pour que ce café soit le plus vivant possible et le plus interactif possible. Voilà, comme à notre habitude. Voilà. Et c'est moi qui te présente, France, parce Bah que quand ouais, même, tu t'es pas présentée. Donc, ouais, là, est-ce que vous m'entendez bien? C'est moyen? ouais, Je vais me mettre là-bas. peut-être. Tu veux... Alors, je te présente France, peut-être pas aussi bien que tu nous as présenté quand même, donc bon. En tout cas, France nous a rejoint il y a un an et France est une femme aussi de questionnement. C'est pas pour rien qu'elle a bien connecté avec Véronique parce qu'elle s'est très bien questionnée et notamment dans un podcast qui s'appelle Outside of the Box que je vous invite à écouter. Moi, j'ai un gros coup de cœur pour un de ces podcasts avec un certain Boris Cyrbeck, qui est un philosophe. C'est hyper intéressant. Ensemble, ils développent tout le sujet de l'émancipation. Et je pense que le questionnement de France a été très utile à Boris aussi. Donc, je vous recommande vivement son questionnement. Et puis également, en fait, France nous a rejoint aussi parce qu'elle a un passé dans les RH. Elle est très humaniste, très curieuse de la vie. Elle essaye plein de choses. Je vous en dis pas plus, mais en tous les cas, ce sera intéressant que vous. Elle gagne à être découverte. Voilà. Et puis, on a en commun le fait d'être maman, entrepreneur aussi. Mm. Et du coup, on a des filles, donc on partage beaucoup de choses sur nos ados. Parenthèse fermée et au plaisir de continuer ce café. Merci Nat. Alors, pour continuer, on va vous proposer un check-in. Voilà, Nat, si tu peux nous mettre. Voilà, super. C'est un café Regen qui bouge. On vous propose du coup une première question à laquelle on vous invite à répondre dans le chat. Et donc la question, c'est celle que vous voyez apparaître à l'écran. Dans votre vie, vous souvenez-vous avoir vécu un point de bascule, donc un moment qui a sensiblement modifié votre vision du monde, un moment où il y a eu un avant et un après, un tipping point, comme on dirait en anglais, qui est aussi d'ailleurs le nom d'un podcast, puisqu'on a parlé de podcast que je trouve extrêmement inspirant. Ça fait longtemps que je n'ai pas écouté, mais je vous le recommande. Tipping point. Voilà, sachant que Véronique, elle, répondra pas dans l'immédiat, puisqu'elle nous parlera tout à l'heure justement de ce moment de bascule, quand elle va nous partager comment générer concrètement ces bascules. Et du coup, l'idée, c'est soit vous mettez dans le chat, soit certains d'entre vous, vous pouvez prendre la parole. On a du temps, on a encore 1 heure. Donc, on est bien là. L'idée, c'est vraiment de parler avant la théorie de qu'est-ce que vous évoque aussi pour vous un point de bascule. Donc, qu'est-ce qui a modifié votre vision du monde? Devenir maman pour Sophie. Wow. Hmm. Est-ce qu'il y a d'autres Ouais. bascules? Vanessa nous partage sa première fresque du climat. Tu veux dire un peu ce que ça a généré pour toi? Eh bien, ouais. Ouais, du coup,
Vas-y. Non, ma première fresque du climat, ça a été à l'origine de ma reconversion professionnelle. Donc, une petite claque, grosse claque même que j'ai prise, prise de conscience et du coup qui a fait qu'aujourd'hui, je suis chez Infusio d'une certaine manière. Je lis le chat, vous m'entendez ou pas? Mm. C'est bon? Vous m'entendez? Ouais. Mm, Donc, il y a Gwenaëlle qui nous dit rupture professionnelle qui m'a libéré du temps pour questionner mes envies, faire des choix d'envie et non des choix de peur ou d'évitement. Il y a le moment où j'ai corrélé les scénarios climat 2050 à l'âge de mes filles. Ah, ça sent The Week, Oui. peut-être. Euh, il y a Sophie qui nous partage son voyage en Asie. Changement drastique de perspective. Ah zut, c'est parti. Oui, de perspective sur le monde et sentiment de reliance au tout. Il y a la Lab Session de l'IFS, l'Institut des futurs souhaitables, pour certains. Je ne sais pas qui est Zoom une Fusio. Euh, Il y a eu des coups de cœur et aussi des points de bascule pour Brigitte. Pour le point de bascule personnel, lors d'une séance de développement personnel, une bascule ressentie dans tout le corps et dans tout le cœur. Mm. Si moi je partage aussi, et si vous m'entendez toujours, en fait, moi j'ai eu plusieurs points de bascule. J'ai eu la chance de ressentir ça, mais un des tout premiers, c'est que j'étais à Monte Alban au Mexique et j'étais sur un site Zapotec et j'ai eu un moment de grâce. Et je pense qu'à partir de là, j'ai vu le monde autrement. Voilà, vraiment. Ça m'est arrivé. Ça peut ne pas être aussi fort, mais en tous les cas, pour moi, ça fait partie d'un point de bascule. Il y a Anne qui nous partage la prise de conscience que la vie professionnelle que je vivais ne correspondait pas à l'être que je suis. Donc, il y a vraiment cette notion d'être. Et puis, pour Joyce, c'est une expérience spirituelle Mm. aussi. C'est chouette parce que ça rentre en résonance avec un café Regen qu'on a fait sur la spiritualité, justement. J'ai oublié Arthur qui parlait de l'induction On Purpose. Pour ceux qui ne connaissent pas, On Purpose, c'est un programme qui permet de se former à la gestion de projet à tendance, enfin, à teneur d'impact. Voilà, c'est hyper intéressant. Et Claire, elle cite plutôt un temps qui est de à 16 ans, un point de bascule à 16 Mm. ans. Mm. Très bien. Et pour Bien ma que- part, j'ai envie de vous partager aussi un moment comme ça de bascule. Moi, c'était dans un groupe de musique où je suis partie dans un espace-temps complètement indicible. Voilà, donc ça, c'est un vrai moment de grâce. C'était il y a quelques années maintenant, Et il y a Yael qui met le lien de On Purpose dans le chat. Pour ceux qui veulent aller voir. Super check-in. Oui, merci pour tous ces partages. Et du coup, ben, ça fait le lien avec en fait la définition d'une bascule individuelle. Donc l'idée effectivement là, c'est de vous partager notre vision de la bascule. Et vous allez voir que c'est pas rien une bascule. Donc qu'est-ce que c'est qu'une bascule individuelle? Alors pour nous, c'est vraiment un changement de système de pensée, un changement de vision du monde. On pourrait dire un changement de paradigme. Et donc ces bascules, elles impliquent souvent une remise en question. Ça va avec une remise en question fondamentale de nos croyances et de nos comportements antérieurs. Donc il y a bien un avant la bascule et un après la bascule. Otto Scharmer, le père de la théorie U, le dit très bien. Il dit que c'est passé de l'égo-système à l'écosystème. Donc, on voit bien que c'est un élargissement de la conscience. Alors, conscience de soi, conscience des autres, conscience de son environnement et que ça se traduit notamment, je ne sais plus qui en parlait tout à l'heure, mais par un sentiment d'être relié au tout. Et donc, c'est aussi l'expérimentation de l'unité et de l'interdépendance versus un sentiment de séparation. Donc, on voit bien que c'est quelque chose qui est de l'ordre du vécu. C'est pas un concept. Et c'est un peu comme si on changeait de paire de lunettes. Donc, il s'agit, quand on parle de bascule individuelle, vraiment d'entrer dans un nouvel état d'être. Et cet état d'être, il a vocation à durer dans le temps. Et il génère donc des nouvelles pensées et une vision du monde élargie.
Donc, à l'instar de la caverne de Platon, typiquement, bah, une fois qu'on est rentré, on est sorti, pardon, de sa caverne, eh ben, on ne peut plus faire marche en arrière et notre perception du monde est modifiée, élargie pour toujours. Autre point, une bascule individuelle et donc basculer, finalement c'est révéler ce qui est déjà là. Donc c'est vraiment quelque chose qui est déjà là, quelque chose qu'on a en chacun de nous. Et c'est de l'ordre du potentiel en fait à révéler. Donc c'est vraiment un dévoilement en fait. J'aime bien aussi l'image de ce voile qu'on vient retirer. Donc voilà tout ce que c'est pour nous une bascule individuelle. Et donc, qu'est-ce que ce n'est pas voilà, si on raisonne un peu en polarité, bah, vous l'aurez compris, en fait, c'est pas un concept basculer, c'est pas juste non plus une prise de conscience, parce qu'une prise de conscience, bah, on peut l'oublier et puis ça peut rester mental. Non, non, une bascule, c'est vraiment quelque chose qui vient nous chercher. La bascule, elle vient nous chercher et elle nous emmène en fait pour tout le reste de notre vie. Et donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va venir ajouter à l'existant, quelque chose en plus dont il faudrait se remplir, quelque chose à aller chercher à l'extérieur de soi. Et c'est encore moins quelque chose qu'on impose. Voilà, ça ne se décrète pas en fait. Et on peut même parfois la vouloir, cette bascule, la souhaiter au plus profond de son cœur. Voilà, mais elle n'arrive pas, alors c'est très subtil, elle n'arrive pas simplement avec la volonté, et en même temps, il faut de la volonté aussi pour cheminer, on le verra tout à l'heure. Et donc une bascule pour finir sur ce n'est pas non plus une vision linéaire et causale du monde, cette vision dont on a hérité, dans laquelle nous avons été imprégnés, de laquelle nous sommes imprégnés, et c'est pas non plus simplement, ce qui est déjà énorme, une vision systémique du monde. Alors Véronique, je pense que ce serait intéressant que tu viennes nous dire en quoi, sur ces deux derniers bullet points, voilà, est-ce que tu peux nous éclairer sur le fait qu'une bascule individuelle à visée Redgen, j'ai envie de dire, c'est plus qu'une vision systémique du monde. Oui, si je reviens sur ce que tu viens de partager, la vision linéaire et causale du monde, en fait, elle vient du XVIIe siècle et de l'essor de la science. Science, c'est Newton, Descartes, Bacon, qui, en fait, pour eux, l'univers, c'est une grosse horloge. Donc, la nature doit être maîtrisée. Il y a un moyen de maîtriser ça, c'est de comprendre, de l'analyser. Donc, il faut tout découper, tout fragmenter pour essayer de maîtriser ça. Donc, c'est l'essor de la science et c'est l'essor de domaines d'expertise. Alors, d'un côté, c'est génial parce que toutes ces expertises ont permis d'envoyer des gens dans la Lune ou de faire des opérations du cerveau. Mais par contre, à force de fragmenter, de disséquer, de segmenter, en fait, on a perdu la vue sur le tout et sur les relations. Donc là, ça fait le lien effectivement à ce que tu indiques comme la vision systémique du monde. Donc, on peut se dire, OK, maintenant on comprend qu'en fait, que tout est relié, que tout est une vision systémique, que si j'appuie sur ce nœud d'acupuncture-là, en fait, ça peut avoir des effets ailleurs. Dans ce cas-là, quand on a cette vision du monde, on développe des capacités en fait de mapping en fait de relations. Mais au-delà de ces visions, je dirais la vision classique du monde telle qu'elle est en majorité aujourd'hui, ou de ces visions systémiques du monde, il y a aussi une vision régénérative du monde, notamment une vision en système vivant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire une capacité en fait à voir des systèmes vivants dans leur entièreté, dans leur singularité, dans leur potentiel. Et donc, la capacité qu'on développe là, c'est pas la capacité d'analyse qu'on a dans la vision classique scientifique, c'est pas la capacité de mapping en fait qu'on a dans une vision systémique, c'est vraiment la capacité à imager un système vivant dans son entièreté. Alors, pour vous faire vivre ça, je vais vous proposer un petit exercice. Ça, c'est important d'expérimenter soi-même les choses. Prenez un post-it et un crayon, une feuille de papier, quelque chose que vous avez sous la main ou ouvrez Word sur votre ordinateur. Voilà, je vous donne quelques secondes pour prendre le crayon, le morceau de papier. Et on va se plonger ensemble dans un petit exercice qui concerne la natation. Alors, sur votre petit bout de papier, vous allez décrire pour vous, en fait,
l'activité de natation. Donc, vous pouvez faire des bullet points. Vous dites, voilà, je mets en maillot de bain, je plonge dans l'eau. Je décrivez l'activité de natation sur votre petit morceau de papier. Ce que vous faites, comment ça se pratique. Donc, je vous laisse écrire vos bullet points sur cette activité de natation. Vous pouvez repenser aux vacances cet été. Vous étiez peut-être dans, dans la mer. Qu'est-ce que vous avez fait effectivement pour nager? C'est quoi l'acte de nager? Je vous laisse encore un peu de temps. Je vois les têtes concentrées en train d'écrire. Donc, je vous laisse encore quelques secondes. Voilà, les têtes se relèvent. Donc, très bien. Donc, vous avez écrit sur petit bout de papier ou sur Word ce qu'était pour vous l'activité en fait de nager. Et maintenant, bah, je vais vous demander de poser le crayon, voilà, ou de fermer Word, de fermer les yeux, de respirer profondément. Et maintenant, nager. Ressentez, ressentez la natation. Nager, tout simplement. Voilà. Donc, avec cette toute simple expérience, en fait, on voit en fait dans cette vision en système vivant en fait, on vit les choses. On comprend qu'on est vivant et l'expérience que vous avez vécue en tout simplement nageant au contact de l'eau, au contact de ce que vous avez vécu, de votre expérience, est intimement différente en fait de la manière dont vous avez décrit sur votre papier ou sur Word l'activité de natation. Donc, la vision en système vivant, c'est vraiment cette capacité à imaginer un système vivant, qui soit humain ou non humain, de cette manière justement très, très, très vivante, comme vous l'avez expérimenté avec la piscine. Merci Véronique pour cette belle expérience qui vient effectivement nous faire sentir à quel point c'est pas forcément avec la tête que ça se passe, mais c'est vraiment quelque chose qu'on vit dans sa chair et dans ses cellules presque, j'ai envie de dire. Alors, pour avancer un petit peu, je vous propose on réponde en fait à la question pourquoi générer des bascules individuelles au sein des organisations? Parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on pourrait dire un peu délicat, dans le sens où certains pourraient nous dire euh, mais est-ce que c'est vraiment le rôle d'une entreprise? Est-ce que c'est le bon endroit en fait pour générer des bascules? Certains pourraient aussi objecter que les collaborateurs n'ont pas forcément signé pour travailler à leur transformation personnelle quand ils intègrent une organisation. Ils sont venus juste pour effectuer leur job, quoi, leur mission. Donc à ce stade, ça nous semble important de poser que, en fait, générer des bascules individuelles, effectivement, ça ne va pas s'adresser d'abord à toutes les organisations, mais à celles qui sont vraiment sur le chemin de la transformation et à celles qui s'inscrivent vraiment dans une visée régénérative, première chose. Et deuxième chose, ça ne concerne pas non plus tous les collaborateurs. Et c'est d'ailleurs ce que nous dit Margaret Mead, qui nous dit que finalement, pour transformer un système, il suffit parfois d'un petit groupe d'individus et pas n'importe lesquels, hein, des individus qui sont conscients et engagés pour vraiment transformer les choses. Donc, on voit bien que la dimension individuelle, elle a son intérêt aussi et qu'on ne peut pas raisonner que collectif. C'est important aussi d'aller toucher les individus, en tout cas celles et ceux qui se sentent appelés. Parce que c'est un peu ça, c'est un peu de l'ordre de l'appel. Ouais. Ça rejoint deux choses, en fait, si je peux me permettre de poser deux autres chercheurs.
Ça rejoint aussi Margaret Mead, elle n'est pas toute jeune, hein, vous voyez sa date de décès 78, donc c'est encore d'actualité. Mais on le rejoint aussi, ça rejoint les travaux de Mintzberg sur le middle out, qui lui dit en fait, ça passe pas que par le haut, ça passe aussi par un échantillon représentatif de la population, nous, ce qu'on appelle la diagonale, pour pouvoir faire basculer. Mais là, on est à un autre niveau dans ce qu'on amène aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va aller chercher les bascules individuelles. Et fort est de constater que dans les bascules individuelles, quand on accompagne des organisations qui veulent se transformer, ça passe quand même par les décisionnaires finaux, donc par la tête. Donc c'est intéressant de se dire, bah oui, ça peut venir de salariés, de personnes de l'organisation, mais c'est important quand même de toucher à un moment ou à un autre les cordes sensibles du pouvoir, en fait, et du pouvoir décisionnel. Et du coup, Et alors, pourquoi aussi adresser ces bascules individuelles au sein des organisations? Mais c'est aussi, en fait, et tu en parlais un petit peu, Véronique, tout à l'heure, quand tu parlais de cette vision du monde où on coupe les choses, on les segmente, on les dissèque. Bien, ce qu'on peut dire, c'est que compte tenu de la complexité croissante, ce monde complexe dans lequel nous évoluons, et compte tenu des enjeux sociaux, écologiques auxquels nous sommes confrontés, mais il est évident qu'on va devoir changer de mindset, et c'est Einstein qui le dit bien mieux que moi, avec cette citation si connue, qui dit que si on veut régler un problème, il faut le régler à partir d'un autre mode de pensée. Donc on voit bien que l'enjeu de shifter sur un autre mode de pensée est au cœur, en fait, de la transformation. Voilà. Et sinon, le risque, c'est finalement de continuer à reproduire les mêmes choses. Et plus grave encore, en pensant faire du nouveau, finalement. Euh, voilà, donc c'est pour toutes ces raisons-là qu'on a souhaité aussi adresser ce sujet-là, des bascules individuelles. Ça participe pas à faire de quelqu'un d'épanoui. pardon, Alors, on a... J'ai pas c'est allé un entendu. peu vite. Oui, Et on ne sait pas qui a pris la parole. voilà. Agnès. Ah, Agnès. Agnès, tu voulais nous dire quelque chose? Ah, Ah, ok, bon, bah, peut-être qu'elle ne nous parlait pas. voilà. C'est pas grave. On continue. Alors, on continue et là, on va rentrer encore plus dans le vif du sujet. Et donc, la question à laquelle on va répondre, à laquelle Véronique va répondre. Véronique, tu vas nous partager ta vision sur comment générer des bascules, selon toi, des bascules individuelles au sein des organisations. Ouais, je rejoins complètement ta citation d'Albert Einstein, qu'en fait, si on ne change pas de manière de penser, en fait, on ne change rien. Et je voulais vous présenter un framework de Carol Sandford. Carol Sandford, c'est une praticienne du régénératif depuis plusieurs décades. Elle a plus de 80 ans. Elle a dû avoir écrit 6, 7 ou 8 bouquins sur le sujet. Et ce que je vais vous montrer, c'est le premier framework qu'elle a créé. Un framework, c'est pour nous aider, en fait, à apporter du discernement, justement, dans notre manière de penser. Alors, ce framework, ça s'appelle le pouvoir de la pensée. Généralement, quand on fait des actions, on en fait tous les jours, on se lève, on a notre agenda, plein d'actions à faire. Euh, si on peut appuyer sur la petite l'animation. Quand on fait des actions, en fait, on s'intéresse aux résultats. C'est-à-dire qu'on est tous câblés comme ça, on fait plein de choses, on espère avoir un résultat. De temps en temps, on s'intéresse aux effets du résultat. C'est-à-dire, on se dit, OK, d'accord, donc finalement, mes résultats, sur quelle partie prenante ça a eu des effets, quel est l'impact? De temps en temps, on va jusque-là et on va au-delà de juste action, action, résultat. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe avant l'action. Et avant l'action, le postulat, c'est que alors, le verbe idée n'existe pas, c'est la traduction de l'anglais de thoughting. C'est David Bohm, un célèbre scientifique en physique quantique, en fait, qui a émis ça, qui a dit, en fait, on a l'impression de créer des choses nouvelles, mais on est sans cesse en train de ressasser les mêmes choses. Et en fait, on remouline des choses qu'on connaît déjà. Donc, on est en train d'idées, mais en fait, c'est toujours la même chose qu'on reconfigure d'une manière ou d'une autre. Et avant idée, qui génère les actions, il y a bien sûr le contenu. Voilà, ce à quoi on pense. Là, on est en train de parler de la bascule, des bascules personnelles. Donc, il y a l'objet. Donc, il y a l'objet de ce qu'on pense qui, dans notre cerveau, en fait, on reconfigure plein de choses, on fait des liens entre des choses, et puis et en fait, on a des idées qui génèrent des actions, qui génèrent des résultats et qui peuvent générer des effets. Mais avant ça, à ce à quoi on pense,
en fait, il y a aussi comment est-ce qu'on pense. Et là, alors là, on retient vraiment Socrate, hein, c'est-à-dire comment est-ce qu'on pense. Et ce qu'on a perdu de vue, en fait, c'est à quel point on est conditionné dans notre manière de penser et on ne réalise même pas, en fait, qu'on est conditionné sur cette manière de penser. Je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, il y a Richard Nisbett. Alors, vraiment un psychologue américain enfin, très célèbre. Et un jour, un de ses étudiants chinois lui a dit, mais le problème, en fait, c'est que la différence entre vous et moi, c'est que moi, je pense le monde comme un cercle et vous, vous le pensez comme une ligne. Alors, il était assez intrigué quand même et il s'est dit qu'il y a une différence de pensée en fait entre les Chinois et les Américains. Et donc, en fait, il a fait une étude sur des étudiants chinois et américains. Il a mis tous ses résultats dans un livre qui s'appelle The Geography of Thought. Et ce qu'il a fait, c'est il a mis un appareil en fait qui mesure le mouvement des yeux et il a présenté à ses étudiants américains et chinois alors une image dans laquelle il y avait un objet au centre et il y avait un panorama derrière. Et ce qu'a mesuré l'appareil qui regardait où se dirigeait le regard, c'est que les yeux des Américains étaient immédiatement en fait attirés par ce qui était devant et par l'objet. Et au contraire, les étudiants américains, ce qu'ils exploraient, c'était d'abord tout l'ensemble. Et puis après, en fait, ils allaient l'avant d'image, sur l'objet. Et après, quand ils ont été questionnés sur ce qu'ils avaient vu, eh ben, les Américains, en fait, ils se souvenaient très bien de l'objet, mais pratiquement, ils ne pouvaient pratiquement rien dire sur le contexte autour. Et inversement, bah, les Chinois, eux, ils se rappelaient des détails, des associations, des liens qu'ils voyaient sur tout le tour, mais ils se rappelaient à peine de l'objet. Il a refait l'étude aussi en faisant des petites vidéos qui montraient des changements, soit dans l'objet, soit dans le panorama derrière. Et idem, en fait, les étudiants chinois étaient capables de dire tous les changements qu'il y avait eu en fait autour. Et les étudiants américains, eux, ils voyaient que le changement qu'il y avait eu dans l'objet. Et ça montre bien en fait que notre manière de penser en fait était différente. Les Américains, enfin les étudiants américains en fait avaient une vue beaucoup plus linéaire, déterministe en fait du monde, mais qui est due aussi, on a parlé de la vision du monde qui a émergé au XVIIe siècle, hein, euh, et comparé à effectivement une vision des Chinois qui avaient une vision ils voyaient en fait beaucoup plus les relations et les liens versus l'objet au centre. Donc, prendre conscience que en fait, on est influencé dans sa manière de penser est hyper important. Et la clé, c'est de se dire que si on veut vraiment avoir des changements dans les effets, en fait, bah, le pouvoir, il est en amont. Il est sur comment on pense. Il n'est pas juste dans qu'est-ce que je dois faire, comment je dois brainstormer sur les choses, etc. C'est vraiment sur changer sa manière de penser qui nous permettra d'avoir des effets différents. Voilà, je pense que c'est un framework qui était important, qui me semblait intéressant à partager. Et du coup, on se pose la question suivante, c'est est-ce que ça résonne chez vous et comment ça résonne chez vous? Parce que si on se pose la question et en fait, dans nos vies d'aujourd'hui, on a quand même peu de place à la pensée profonde. Et du coup, on se dit, mais est-ce qu'on est capable de distinguer comment on pense? Donc, comment ça résonne de votre côté? Ça peut être dans le chat ou ça peut être en live. Mm. Comme vous préférez. Est-ce que ça vous parle, ce qui vient d'être partagé? Et comment ça résonne pour vous? Oui, Sophie nous dit ça. Ça lui parle. Oui. Sophie, tu veux nous partager? Tu veux Il y a nous en dire un plusieurs petit peu Sophies, plus? alors c'est Sophie Ravel. Ouais. Oui, c'est très compliqué de disséquer, je suis d'accord. Mm. Ce qui compte, c'est déjà euh,
avoir élevé son niveau de discernement, de prendre conscience de ça, de prendre conscience qu'en fait, en réalité, on est toujours en train en fait, de réagencer des idées qu'on a déjà et de le proposer. Et le fait de se dire que si on veut vraiment quelque chose de nouveau, il faut aussi aller jusqu'à changer sa manière profonde de changer. C'est comme le système d'exploitation sur un mobile. À un moment, il faut changer complètement les systèmes d'exploitation si on veut avoir des résultats et des effets différents. Hmm. Oui, c'est essentiel ce que tu dis, Véronique, parce qu'en fait, enfin, dans le chemin de la transformation, la première étape, on dit souvent que c'est la prise de conscience. C'est déjà 50% du travail qui est fait, et ensuite, c'est la bascule qui fera le reste. Alors, je vois Sonia qui dit que c'est un super exemple. Je me demande alors comment faire pour penser autrement, pour changer sa manière de penser. Ouais, C'est la C'est slide d'après. ouais, ouais, tout à arrive. fait. Et ça va être, on va enchaîner après. Je vais vous proposer par exemple un framework qui va nous aider à penser de manière différente. Parce que, en fait, la réalité, c'est qu'on pense de manière très linéaire, mais la vie autour de nous, les systèmes vivants, ils sont complexes. Notre volonté de vouloir tout simplifier, tout comprendre, tout maîtriser, qu'on a hérité depuis 400 ans, en fait, elle nous fait perdre de vue qu'en fait, la vie est complexe parce qu'en fait, tout est entremêlé. Et donc, la manière, en fait, de se reconnecter à la réalité très concrète de la vie, c'est de nous aider à réfléchir dans cette complexité. Et c'est pour ça, par exemple, tout le travail de Carol Stanford est basé sur des frameworks comme celui que je viens de vous partager. Et ces frameworks, en fait, aident à réfléchir. C'est des instruments pour nous aider à réfléchir, en fait, la complexité. Parce qu'en fait, la vie est complexe. C'est pas problème-solution en mode très déterministe. Et donc, du coup, je vais peut-être vous proposer un petit exercice pour justement s'entraîner avec ces frameworks. Moi, les frameworks, les instruments, c'est vraiment des instruments que je appelle de discernement, hein, pour élever notre degré de conscience et de prendre conscience de la manière dont on pense les choses. On va faire un petit exercice ensemble. On va encore un framework de Carol Sandford sur les visions du monde. Alors, on va les faire un par un. On va démarrer par une vision du monde, en fait. Si je vous dis une vision du monde, en fait, aristocratique. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire une vision du monde aristocratique? N'hésitez pas si vous voulez interagir dans le chat ou à l'oral. Ça vous parle pas? Ouais, aristocratie. Alors, alors, aristocratie, on va aller, ouais, hiérarchie, c'est ça. En fait, Merci. euh, Élite, ouais, sélection. ouais. Une vision du monde aristocratique, en fait, c'est que il y a un, c'est l'hypothèse, c'est que le pouvoir, c'est ça, c'est exactement ça. Il y a un petit segment, en fait, de la population qui est supérieur aux autres et qui prend les décisions au nom des autres. Alors, où est-ce qu'on retrouve Oui, ça? Véronique, on a Joy qui nous pose une question. Ah, pardon, je n'ai pas entendu, je l'ai pas vu. Un petit peu avant, donc avant de rentrer dans le détail, je préfère suspendre. Ouais. En fait, elle pose une question très juste qui est comment on pense, est-ce que c'est différent de nos représentations? Le comment on pense. Est-ce que c'est différent de ce qu'on se représente? Se représenter ou tout le travail même sur l'imaginaire, c'est juste une carte mentale. Pour moi, on est dans la représentation, on est encore dans le idée, dans le sorting en fait. Et pour aller sur le comment on pense, euh, il faut être capable de prendre une situation très concrète, être capable de la voir sous différents angles. Donc, le danger des représentations, je pense que c'est encore dans le côté idée, sorting, dans lequel tout à coup on fait des projections, mais de quelque chose qu'on connaît déjà, qui est différent d'aller vers vraiment changer sa manière de penser. Et pour changer sa manière de penser, ok, ça ne peut venir que d'une expérience en fait personnelle, c'est pas quelque chose auquel on peut dire, ah, Franck, je veux que tu changes ta manière de penser, ça ne s'impose pas. Et donc, c'est que effectivement, en proposant de repartir d'une situation vécue par la personne, et en tout cas, et avec l'aide, par exemple, de framework, de dire, OK, cette situation, vue à ce niveau-là, vue cet angle-là, etc., bah, finalement, qu'est-ce qui peut être perçu de différent? C'est quelque chose dans lequel qu'on découvre, en fait. On découvre avec une expérience personnelle. Je me méfie toujours des représentations parce que je pense que c'est des projections. Après, je parle juste en mon nom personnel, hein, je ne détiens pas. Voilà. Non, C'est. Non, non, mais c'est très clair. nous, on est Ouais. alignés avec ce que tu dis, hein.
Voilà. Du coup, merci pour cet éclairage. J'espère que ça répond à ta question, Joy. Est-ce que, donc, on revient, il y a plusieurs personnes qui ont joué et qui ont répondu à ton autre question sur le paradigme aristocratique. Eh ben, c'est exactement ça. Donc, en fait, c'est un petit segment, voilà, l'élite, sélection classe supérieure, voilà, c'est un petit segment de la population en fait, est considéré comme supérieur aux autres et qui prend les décisions. Donc, où est-ce qu'on retrouve ça? Bah, ouais, la royauté, l'armée, l'Église, en fait. Et puis aussi dans nos entreprises, bah, on retrouve ça dans les organisations pyramidales, hein, Comex, Codir, enfin voilà, c'est un petit groupe de personnes qui connaît mieux, qui prend les décisions pour les autres et en fait, tout redescend en cascade. Donc, c'est cette vision du monde. Euh, Juste un point dans les visions que je vais vous partager, il n'y a pas de notion de jugement aucune. On peut avoir plusieurs visions du monde, bien sûr, en même temps. Et le but, c'est juste du discernement. D'accord? Donc, c'est pas, il n'y a pas de jugement derrière. Mais c'est vrai qu'une vision du monde aristocratique où un petit nombre de personnes prennent des décisions dans nos boîtes, voilà, c'est les organisations pyramidales, par exemple. Une autre vision du monde, en fait, c'est la vision du monde, le monde comme une machine. Alors là, c'est ça, ça rejoint effectivement ce qu'on a dit sur l'émergence de la science il y a 400 ans, sur le fait de vouloir tout contrôler du côté très déterministe et le fait de dire, voilà, on doit maîtriser en fait, on doit maîtriser les choses, on doit tout comprendre. Euh, et comment est-ce qu'on voit que beaucoup d'entreprises sont organisées aussi comme des machines? À quoi est-ce qu'on le voit en fait encore aujourd'hui, ce niveau de vision? Il y a des réponses dans le chat, Véronique. Alors, je regarde, vision technosociale, vision d'ingénieur. Euh, oui, process, voilà, procédure, les standards, les feedbacks, puis même ressources humaines. Enfin, depuis le début, les ressources humaines, en fait, les collaborateurs sont des ressources pour la machine, en fait, hein. C'est des pièces et des rouages dans la machine. Les KPI, bah oui, on veut tout mesurer. On mesure tout. Les KPI, on mesure le travail de quelqu'un de KPI. Puis il y a aussi bah, les job description, hein. Job description, si on attend que tu fasses ça. C'est un input dans la machine pour sortir ça, pour que la machine fonctionne bien. Ouais, on veut tout mesurer. Ouais, c'est ça, je pense on l'a tous bien en tête parce qu'on le vit. Et après, c'est normal parce qu'en fait, toutes les industries se sont développées avec l'essor de la science, hein, il y a 400 ans. Donc, les industries se sont organisées bah, comme des machines avec des ingénieurs qui voulaient effectivement bah, euh, prédire, euh, prédire en fait tout ce qui allait être produit par l'entreprise. Un autre vision du monde, en fait, c'est une vision basé sur le alors enfin comportemental, conductiviste. Qu'est-ce que ça veut dire en fait une vision du monde liée au comportement? Ça vous évoque quoi en fait? Allez-y aussi dans le chat. Donc on a maîtrisé la machine. Qu'est-ce qu'on veut maîtriser après? Le lien avec l'école de Palo Alto. Les sociaux. Les codes sociaux. Comment les... Ouais. En fait, c'est né dans les années 20, en fait. Côté, alors, la machine, hein, c'était vraiment... c'est né de la science il y a 400 ans. Euh, et en 1920, il y a John Watson aux États-Unis. En fait, il a persuadé des leaders de l'industrie de financer des travaux de recherche qui permettaient de prédire le comportement en fait, des gens avec le même niveau de rigueur et d'exigence que les ingénieurs prédisaient le comportement des machines. Et en fait, le postulat, c'était qu'un comportement pouvait être conditionné. Et donc, les travaux ont été menés là, au début du XXe siècle pour vraiment dire, bah, finalement, maintenant qu'on a construit une machine, il faut aussi contrôler bah, les comportements des personnes. Où est-ce qu'on retrouve des paradigmes, en fait aujourd'hui, il y a des choses très concrètes en fait dans nos entreprises qui sont liées au côté bah, les comportements sont conditionnés dans nos entreprises. Où est-ce qu'on voit ça? Et qu'est-ce que ça vous évoque? Ouais, le marketing, ouais, bien sûr, ouais. Dans les et puis aussi bah il y a aussi ouais.
toutes les normes et puis les incentives, hein, les bonus, nos bonus par exemple. Bah oui, si tu fais ça, si on réussit nos KPI, en fait, on va avoir notre bonus, on va avoir notre performance. Ouais, tout ce qui est les ratings, les classements, les revues de performance, les 360 feedback, les côtés employés du mois, les rôles modèles. En fait, l'idée, c'est que tout ce qui, dans l'entreprise, en fait, conditionne pour dire, bah, en fait, il faut que tu correspondes à ce qu'on attend de toi. Et voilà la carotte, ça peut être une prime, etc. Ça peut être de la reconnaissance, mais c'est tout ce qu'on met en place pour dire, bon, bah, après avoir domestiqué la machine, on va aussi domestiquer les collaborateurs qui sont à l'intérieur de la machine pour être sûr de tout maîtriser. Donc, oui, voilà, c'est ce comportement de Pavlov. Les images à l'école, c'est exactement ça. Ça, c'est, OK, bah, si tu es sage, tu as une image. Vous vous rendez compte à quel point, en fait, on est conditionné depuis le plus jeune âge, en fait, à ce côté comportementaliste. Mais ça, en fait, ça a été pensé, en fait, il y a eu des études et des recherches qui ont été faites pour dire comment conditionner le comportement humain. Et alors, si on s'intéresse après, au-delà du paradigme lié au comportement, human potential. Alors, le potentiel humain, qu'est-ce que ça vous évoque? Une vision du monde basée sur le potentiel humain. Potentiel humain. Ça devrait vous inspirer. Ouais, coaching. Ouais, complètement. Le potentiel humain, ouais. Ouais, la singularité, comment on va chercher tout ça, tout à fait. Oui, la confiance, tout à fait. C'est, ça émerge les soft skills, exactement. En fait, ça, c'est venu après, c'est-à-dire une quarantaine d'années après, dans les années 60, on a vu arriver bah, Maslow, vous connaissez tous la pyramide hein, de Maslow, il y a eu Carl Rogers. En fait, et là, l'idée, c'est de se dire, non, mais en fait, les humains, en fait, ça peut pas être juste quelque chose qu'on conditionne. Il faut aussi s'appuyer sur leurs aspirations, sur leurs idéaux. Le collaborateur doit être heureux au travail. On met en place du coaching, on met en place des soft skills. Donc, c'était vraiment le développement, le démarrage en fait du développement personnel. En fait, dire maintenant, il faut passer au potentiel humain. Donc, ça, c'est quelque chose qui est encore très, très, très présent en fait aujourd'hui. Et donc, là l'idée, en fait, l'idée, c'est dans ce framework, en fait, c'est de proposer une vision du monde, alors qui est très émergente. Systems Actualizing, vous allez me dire, voilà, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, l'idée, c'est vraiment de comprendre, en fait, que nous ne sommes pas isolés, que tout fonctionne en système, en interrelation, que la voie, c'est vraiment la convolution pour que chacun grandisse. Et rappelez-vous, l'exercice de la piscine, c'est pas juste une vision systémique, c'est une vision en pensée en système vivant, c'est-à-dire reconnaître que chaque système vivant a sa singularité, a son potentiel, et c'est œuvrer pour faire en sorte que chaque système puisse exprimer son potentiel, sa singularité. Et ça peut être un collaborateur, ça peut être une équipe, ça peut être une forêt, ça peut être une rivière. Donc c'est comprendre, en fait, vraiment intégrer cette vision de système vivant complètement imbriqués les uns dans les autres, où tout est relié, que chaque chose a sa singularité, un rôle à jouer, et se dire, mais finalement, c'est une vision du monde dans lequel bah, j'ai un rôle à jouer au service de ça. Et, et je voulais vous partager ça parce on est dans les bascules individuelles. Et moi, la bascule la plus profonde, enfin, c'est plus qu'une bascule, c'est un changement de paradigme total. C'est vraiment que quand j'ai compris le passage de Human Potential à Systems Utilizing. Parce que j'ai 55 ans et je dirais que pendant 53 ans, en fait, je visais le Human Potential. Je me suis développée en tant que coach, dans toutes les organisations dans lesquelles j'ai bossé sur la culture, je me suis battue pour que les collaborateurs soient heureux au travail. J'ai développé aussi pas mal de services que je voulais que les clients ils soient heureux avec les services qu'on développait. Et vraiment, et chez AXA Climate, qui a je bosse depuis 5 ans, on a une culture, vraiment, on a des écosystèmes, des domaines, on n'a pas de pyramide. Je œuvrais vraiment, mais à la manœuvre tous les jours pour créer quelque chose une organisation très vivante, très dynamique. Donc, je pensais être arrivée, je dirais, waouh, qu'est-ce qui va arriver après? Je suis vraiment au top, là, je suis vraiment au bout. Et tout à coup, quand vraiment j'ai découvert toute la pensée régénérative, pour moi, ça a été une immense claque. Et c'est comme s'il y a quelque chose qui se dévoile, enfin, qui tombe.
Et tout à coup, je réalise, moi qui pensais d'arriver waouh, au top du truc, en fait, je réalise en fait que j'ai même pas démarré, en fait, en fait, ma vision du monde de vouloir juste que des collaborateurs soient heureux, que des clients soient satisfaits, c'était pas du tout la bonne, en fait. Qu'en fait, la vie, c'était des systèmes vivants, la vie, elle passe partout. Et en fait, c'était comment servir cette vie au service de tous ces systèmes imbriqués. Et là, je me dis, mais je suis même pas à l'école maternelle, c'est même pas à nurserie, en fait, j'ai même pas avancé, parce qu'en fait, j'ai même pas conscience, en fait, de tous ces systèmes, de quel rôle je peux jouer. Et même dans mon côté très fragmenté, en disant, je fais de la culture avec les collabs de côté et de l'innovation de l'autre, j'avais pas réalisé que c'était la même chose, qu'un collaborateur est un système vivant, une équipe est un système vivant, mais un client est un système vivant, l'équipe du client, la personne est un système vivant, et que finalement, en fait, c'était la même chose que je devais faire pour les collaborateurs et les clients, que tout était relié et que ça exigeait de moi les mêmes principes, en fait, la même chose, et que je ne devais pas fragmenter. Alors, ça a été une vraie révolution dans ma tête, et c'est ce qui m'a. Ça a été tellement bouleversant que je me dis, ouais, mais si on peut penser en système vivant, le monde changerait si le business comprenait ça. Donc, ce qui m'a incité à lancer la Butterfly School derrière, parce que je voulais partager au monde en disant, mais c'est possible de partager ça. Mais ce changement-là, en fait, il a été, pour moi, voilà, c'est plus qu'une épiphanie. Et tout à coup, on se rend compte, en fait, que, bah, en fait, j'avais même pas démarré. Et que j'étais vraiment au tout. En t'écoutant, Véronique, c'est comme s'il y avait vraiment un cap, un seuil extrêmement important parce que tu dis comme si j'avais rien démarré. Bon, tu es quand même sur le potentiel humain, tu vois. Donc c'est comme si j'entends, et ça me fait penser un peu à la Transformation Ladder dont on vous a déjà parlé dans d'autres cafés Regen. C'est comme si c'est la dernière étape, en fait, où il y aurait presque un seuil, quelque chose de, une marche, je ne sais pas si on peut dire plus haute que les autres, en tout cas, ou derrière une porte qui ouvre à quelque chose d'encore plus grand. Bah, c'est surtout de comprendre le rôle. C'était qu'avant, je voulais faire le bien. En fait, faire le bien, je pensais que c'était bien que les collaborateurs soient heureux, je pensais que c'était bien de faire les choses. Et en fait, je vrai pour ce qui était bien, mais c'était basé sur mon idéal d'aspiration personnelle qui était très anthropocentrique, en fait. Et faire le bien, en fait, en voulant faire le bien, je peux pas, en fait, je peux faire par effet rebond, je peux même pas me rendre compte que si ça se trouve, je suis en train de faire le mal autre part, en fait, parce qu'en fait, parce que c'est juste moi qui pense que c'est bien, quelqu'un d'autre pourrait, c'est pas forcément ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faudrait faire. Donc, cette vision très anthropocentrique de dire, oui, je fais le bien parce qu'en fait, etc. En fait, je pense qu'elle elle peut mener aussi un peu, elle est aussi dangereuse parce que elle s'appuie sur des idéaux, en fait. Elle s'appuie sur des choses, des représentations mentales, on en parlait tout à l'heure, qui sont basées sur des choses qui sont très anthropocentriques. Et tout à coup, se rendre compte que la vie, en fait, elle passe partout. Si vous observez une forêt, en fait, il y a les arbres, il y a le sol, il y a les animaux, il y a la pluie, il y a le sol. Tout est interrelié, en fait. Et c'est comme si tout à coup, de moi isolé qui œuvrait à être le plus bel arbre du monde, enfin, tout à coup, je me rends compte, non, mais en fait, tu étais dans une forêt et là, tu n'as même pas commencé ton travail. C'est une question de travail. Je me suis rendu compte que j'ai bossé plus de 30 ans à faire beaucoup de choses, mais en tout cas, mais pas à faire mon rôle en fait de système vivant au sein du système vivant. En fait, j'ai fait beaucoup de choses, lancé beaucoup de choses, des produits, des services qui peuvent être vus. Maintenant, je les vois un peu de manière très conceptuelle, pas concret, mais de manière très concrète, c'est comment est-ce qu'on œuvre en fait pour qu'il y ait plus de vie dans tous les systèmes vivants et comment on honore la singularité et le potentiel derrière chaque système vivant. Chaque système vivant a une singularité, a une essence, a quelque chose de caractéristique en fait, qui lui appartient et qu'il faut reconnaître et qui a un potentiel latent. Comment on pense à partir du potentiel de vie qui peut émerger et pas à partir d'un problème à résoudre que je vais résoudre à partir de ma manière de voir le monde, en fait. Donc là, ça change tout. Et j'ai fait des études d'ingénieur à la base. Donc le côté tac, 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 ok, je trouve des solutions à tout. Là, c'est juste un virement à 180 degrés. Merci pour ce témoignage, Véronique. Ouais, et du coup, ça met le pied à l'étrier à deux questions de réflexion qu'on avait envie de vous partager. Justement, de ces moments de transition, peut-être que, en fait, l'idée, c'est pas d'aller sur un plateau plutôt qu'un autre. Nous, c'est sûr que le sujet, c'est le regen, donc on tire le fil. Mais ce qui est hyper intéressant aussi, c'est de se dire dans quel système on évolue ou avec quelles lunettes on perçoit le monde le plus fréquemment. Voilà, c'est ça l'idée.
Et peut-être il y a des sujets que Véronique a éclairés qui vous parlent le plus et vous voyez vos déclics, vous voyez vos bascules dans ces endroits-là. Donc ça, c'est intéressant. Des moments de retour en arrière aussi, ça c'est le monde est toujours très mouvant, donc on va, on vient, il y a des temps comme ça. Et puis après, la deuxième question, c'est qu'est-ce qui est difficile et quels sont les efforts qu'on doit faire? Quand on t'entend, Véronique, on sent bien que la nage, elle t'a émerveillée. Tu es dans la nage, mais la nage, des fois, c'est à contre-courant. Tu vois, donc c'est intéressant de voir que de temps en temps, c'est un peu contre nature, puisque on a été conditionné autrement. Donc, c'est de mettre le doigt sur nos difficultés aussi. Donc, Plusieurs personnes qui commencent à partir. il y a des personnes qui commencent à partir. Bon, ben, on Plusieurs, comprend ouais. parce que C'est 14 heures, ouais. bientôt 14 heures. Merci en tout cas. On n'est pas fini encore. Et j'ai pas Non, fini. Pour ceux qui veulent rester, on veut bien une conversation là-dessus. S'il y en a qui veulent Par- raisonner avec nous en direct. Est-ce que ça fait émerger chez vous des choses? Est-ce que vous voyez des moments de vie où ça a été flagrant, en fait, cette révélation? Véronique, quand on préparait le café, nous a parlé de... C'est quand vous faites de la sculpture, vous enlevez de la terre. En fait, une sculpture en terre, vous enlevez, vous enlevez, vous enlevez, vous en rajoutez pas en général. On enlève, on sculpte, on va dans le petit détail, mais on allège. Et en fait, quand tu nous racontais ça, Véronique, en fait, on sentait chez toi une espèce de légèreté d'être. En fait, c'est ça que tu nous as rapporté. Donc peut-être que vous avez déjà vécu ça. Et effectivement, ça rejoint complètement la spirale dynamique. Effectivement, que ce soit, enfin, il y a plusieurs paliers dans la spirale dynamique et les conscientiser, c'est aussi intéressant. La spirale dynamique, ce qu'elle a comme aussi vertu, c'est qu'on voit l'individu, mais aussi qu'est-ce que ça a comme impact collectif de chaque côté. Donc, ça, on pourra vous le mettre aussi dans les références. Oui, et si je peux commenter, c'est que, en fait, le côté human potential est souvent vu dans le domaine du développement personnel, dans lequel il faut sans cesse se développer comme si c'était un long chemin à atteindre, et dans lequel il fallait faire de plus en plus de formations, plus en plus de choses et comprendre tout. Et donc, du coup, ça devient quelque chose de presque inaccessible, dans lequel je dois aller toujours plus acquérir quelque chose qui est extérieur à moi. Alors qu'en fait, pour passer au système actualisation, c'est exactement le chemin inverse qu'il faut faire, c'est-à-dire tel un sculpteur qui effectivement enlève la glaise pour laisser apparaître la magnificence d'une statue sublime. C'est que en fait, il faut enlever, enlever, enlever et revenir à ce qui est immuable en soi, c'est-à-dire vraiment sa singularité, son essence, en fait, le flot de vie qui donne l'énergie de vie. Et ça, c'est singulier pour chacun d'entre nous. Et quand on s'est enlevé et débarrassé de toutes ces injonctions de développement personnel pour atteindre des grades extérieurs à soi et qu'on est revenu vraiment à la pureté en fait de l'essence, de la singularité, c'est là où on se reconnecte en fait à son potentiel de vie. Et c'est là en fait où, comme on s'est déchargé de tout ça, on revient en toute humilité en disant, mais en fait, ce qui passe à travers moi, c'est aussi ce qui passe à travers chacun, en fait, chacun des êtres humains, mais c'est aussi la vie qui passe à travers un arbre, une feuille, une plante, une rivière, un cours d'eau, un ver de terre. Et ça, c'est du coup, on devient très humble parce qu'on se rend compte que on honore la vie qui est en train de passer. Et du coup, on se met au service de cette vie. C'est ça, le système zen, c'est comment on œuvre pour actualiser les systèmes pour qu'ils puissent exprimer de plus en plus de vie, de plus en plus de potentiel, de plus en plus de singularité. Et donc, le shift, c'est justement de laisser tomber beaucoup de choses pour revenir à cette essence de vie très, très singulière en chacun et qui est là, en fait. Elle est toujours là, il n'y a rien à aller chercher à l'extérieur. Elle est là, en fait, mais très encombrée sous beaucoup de choses. recouverte. Est-ce que je pourrais poser une question? Bien sûr. Oui. Donc moi j'ai trouvé ça tout intéressant. Pour aller vite, j'ai eu un grand flash là. J'appelais pas ça des, ce que vous venez de dire, des moments de bascule. Le mot n'existait pas encore à l'époque. Ça remonte à longtemps. Fin des années 80, dans l'approche systémique, ça a été un choc pour moi terrible. Je sortais de la psychologie individuelle et je rentrais dans le monde des systèmes. Et là, pour moi, le monde s'est complètement transformé. Le grand choc que j'ai eu très récemment, c'est la lecture de Baptiste Morisot.
Là, j'ai lu, j'ai eu un coup de glaive dans le cœur, c'était physique, j'ai lâché le livre, je ne pouvais plus avancer. Donc c'est un livre que j'ai dû lire 3, 4 pages à la fois, tellement il me remettait en question et il me montrait que j'étais passée à côté de tout, toute ma vie. Bon, alors là, c'était bon. Donc régénération, tout ça, c'est des choses que j'arrive à très 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 bien comprendre maintenant, suite à Baptiste Morisot. Il y a une chose que j'ai du mal à comprendre. Parce que bon, Otto Scharmer, parce que comme je ne suis pas toute jeune, Otto Scharmer, je le connais depuis les années 90. Et j'ai vécu au Canada, aux États-Unis, donc on connaissait tout ça. Mais Otto Scharmer dit, The future is already in us. Et il dit toujours ça. Le futur, c'est ce que vous avez dit. C'est déjà là. Et moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Mm. Il dit plutôt le futur potentiel est déjà en C'est vous. le potentiel, en fait. C'est le potentiel latent inhérent à la singularité, l'essence de chacun. Donc, en fait, quand on travaille, en fait, le futur est déjà là. C'est que c'est comme quand on plante un gland, en fait, dans le sol. En fait, le chêne est déjà là. Le futur est déjà là. Mais par contre, il faut mettre en place les conditions pour lui permettre d'exprimer son potentiel. Et en fait, c'est le même principe que ce gland et ce chêne. C'est quand on considère un collaborateur, c'est le voir, en fait, dans sa singularité, dans son essence et dans le potentiel. Donc un potentiel latent. Et ça, ce qui veut dire, c'est que au lieu de raisonner d'un problème à résoudre avec quelqu'un, c'est vraiment de se dire, mais le potentiel de cette singularité qui s'exprime, en quoi elle peut servir aussi en relation avec d'autres systèmes vivants pour créer quelque chose de plus grand. Donc ça nous relie, en fait. Ça nous relie Alors, dans la singularité. oui, enfin, j'ai du mal. Voilà, tout ça, là, je ne comprends pas. Mais quel est l'intérêt de dire c'est déjà là? Voilà. À quoi ça sert de dire ça? Quel est l'intérêt utile de dire ça? Alors, oui, ouais, pourquoi je le dis? Parce qu'en fait, développement personnel, je l'ai fait pendant 20 ans avec plein de formations, j'ai fait de coach, j'ai fait des trucs, enfin tout ce qui était. Et souvent, dans le côté human potential, on a l'impression que c'est quelque chose qu'il faut à l'extérieur. Donc, je vais faire des formations et je dois arriver à ça. C'est peut-être des sortes de Graal qu'il faut aller chercher. Et plus je connaîtrais, enfin, franchement, des fois, j'ai rencontré des gens, mais t'as l'impression, ils connaissaient les théories, tous les outils, enfin, c'était des encyclopédies de toutes les théories, de tous les trucs. Et en fait, le but, c'est de dire, mais c'est pas ça, en fait. Le but, c'est pas d'acquérir des connaissances, en fait, à l'extérieur de soi. Et le développement personnel, c'est pas ça. Et le but, c'est vraiment de refocaliser le regard, en fait, à l'intérieur de soi, d'oublier ces injonctions de devoir faire plein de trucs à l'extérieur et d'assimiler des choses, parce qu'on retombe dans le biais du côté scientifique qui est juste accumule, 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 et de se dire, non, mais en fait, la singularité l'essence, en fait, on est tous des jeunes blancs plantés en terre, en fait. Alors, soit on reste en terre et on s'épanouit jamais, et on finit dans un cercueil en disant on est toujours resté sur terre, la réaliser, même si on a l'impression d'avoir une vie, soit effectivement, eh ben, on laisse sa chance, en fait, pour laisser exprimer vraiment sa singularité, le potentiel latent. Et là, on peut voir exprimer des choses qui sont uniques. Et donc, le regard de dire c'est toujours là, c'est pour enlever la pression, en fait. C'est pour enlever la pression de se dire, c'est pas. C'est pas une expertise à atteindre en fait. Et on l'a tous, et on est tous égaux. Il n'y a aucune différence entre vous, moi et chacun en fait. La vie, elle passe en fait. Elle passe, elle est déjà là. Donc c'est vraiment pour aller chercher ça. Mais je comprends que ça peut être... C'est difficile. Ce qui Alors, veut dire qu'il faut plus faire un mouvement d'introspection à l'intérieur, Oui, d'aller chercher des choses. Ouais. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et de pas se Mais il mettre... faut avoir sacrément confiance en soi, hein. Et ben justement, je suis pas sûre. Moi, je pense que ça appelle l'humilité et la remise en question permanente. Et en fait, que ce soit Charmer ou Carol Sanford pour Véronique ou d'autres personnes pour d'autres personnes, en fait, on est juste mu à des moments de notre vie où on ne s'y attend pas. Et en fait, ce que je trouve assez chouette, c'est que là, on est tous un peu conscients, on est tous volontaires, on a tous envie de regarder le Regen. Mais en fait, si on s'écoute vraiment, tu dis que ça fait depuis les années 90 que tu es dessus. En fait, peut-être que c'était un moment où tu t'y attendais le moins. C'est un peu une forme, moi je dis souvent que c'est une forme de coup de foudre. Il y a un Oui, truc de l'ordre tout du à coup de fait. foudre où ça te transforme à jamais parce que tu es transi et ça te Oui, à jamais. ouais, à voilà. jamais.
Ouais. Et du coup, il y a quelque chose, comme on disait tout à l'heure, qu'on ne décide pas. C'est pas quelque chose qu'on... Voilà, ça nous tombe un peu dessus. J'aime bien ce que Ouais. tu dis, Nat. Et peut-être pour terminer, j'aimerais bien que tu nous partages aussi, Véronique, euh, cette notion de communauté développementale et du coup, comment très concrètement dans les organisations, parce que là, on va être encore plus concret et on va revenir au monde des organisations, comment faire, en fait, là, on est plus dans le faire, hein, justement pour générer ces bascules et cultiver enfin, la potentialité de faire émerger du coup d'autres niveaux de conscience. Bah, en fait, on peut pas le faire seul. En fait, changer sa manière de penser, c'est impossible de le faire seul. On est obligé de le faire en communauté, de le faire ensemble. Et cette communauté, elle doit être développementale parce qu'elle doit reproduire en fait le fonctionnement d'un système vivant évolutif. Si on considère que tout est en fait au système vivant, nous-mêmes, on pourrait dire, OK, à 25, on forme une communauté vivante en fait. Et l'idée, c'est si on veut apprendre ensemble, progresser ensemble, comment est-ce qu'on fait? C'est que bah, déjà, en tout cas, il faut se voir. Il faut pas qu'il y ait de fin parce qu'en fait, on n'arrive jamais en disant, ça y est, j'ai mon diplôme et maintenant je m'arrête. En fait, dans la vie, en fait, tout ce qui s'arrête meurt en fait. Donc, en fait, c'est comment on continue le cycle de la vie de manière développementale dans le temps, donc il n'y a pas de fin. Et pour travailler sa manière de penser, la question était comment est-ce qu'on fait? En tout cas, de manière, enfin, moi, telle que je la pratique, je suis vraiment dans cette école, c'est cette lignée de Carol Sandford, de Genesis et d'autres. C'est de se dire, à chaque fois, c'est de repartir de ces situations très concrètes qu'on a vécues. Il y avait, avec l'aide de frameworks comme celui des niveaux du monde, mais il y en a des dizaines et des dizaines de frameworks qui permettent en fait de repenser, de dire, ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Ah ouais. Et moi, je dis que ça permet d'élever le discernement. Donc, pour moi, pour générer des bascules individuelles au sein des organisations, il faut vraiment avoir une communauté développementale, en fait, dans le temps, qui s'inscrit dans le temps, parce que ça se fera jamais en un coup de claquement de doigts. Donc, voilà, Mm, mm. ça, c'est vraiment clé et important. Merci, Véronique. Alors, du coup, pour conclure ce café Red Gen, je pense que ce qu'on peut partager là, c'est que finalement, le régénératif, c'est pas juste un élan du cœur, en fait. C'est pas juste l'école du cœur, ce qui est déjà énorme. Et du coup, l'envie d'œuvrer parce qu'on est en train de tuer la planète, voilà, etc. Mais c'est vraiment beaucoup plus un travail dans lequel la volonté va avoir un rôle important à jouer, un travail qui demande à chacune, à chacun de s'introspecter et de bien comprendre le rôle qu'on a envie de jouer. Et du coup, voilà, de sans cesse finalement chercher à sortir de notre formatage, un peu comme une traque, voilà, traquer nos systèmes de pensée et les mécanismes dans lesquels on a tendance à tourner en boucle. Voilà, pour sortir aussi de ce mode machine et prendre conscience de tout ça. Donc, on est vraiment dans beaucoup plus quelque chose de l'ordre de l'interdépendance. Et Nat, peut-être que tu peux nous partager aussi voilà, ce que tu as vécu à Dharamsala et cette vision bouddhiste. Ouais, ou Ou- en tout cas revenir un peu sur l'élan du cœur, parce qu'avec Véronique, on a eu une très belle conversation aussi sur le fait que le cœur, en fait, tu l'as dit tout à l'heure, au début, tu voulais changer le monde ou avoir un impact sur le monde, ou faire le bien autour de toi. Et en fait, ton point de bascule, c'est de te rendre compte que bah, c'était pas ça, parce que le bien pour toi n'est pas le bien pour l'autre. Et en fait, c'est ça l'écueil, c'est de vouloir trop faire avec du cœur. On risque de mal faire et de faire souffrir. Et effectivement, j'ai eu la chance de vivre à Dharamsala une semaine auprès de Samdang Rinpoche, qui est donc le bras droit du Dalai Lama et qui a été le premier ministre en exil du Tibet. Et bah, en tant que moine bouddhiste et être premier ministre, il s'est quand même posé plein de questions. Il s'est dit, est-ce que j'ai le droit? Et pour exercer mes fonctions, et finalement, il les a exercées 10 ans, il a posé 4 principes qui rejoignent complètement le Redgen et j'avais envie de vous les partager. On ne les a pas écrits, mais on pourra les écrire. C'est premier principe, c'est le principe de non-violence, où la violence, et ça rejoint le principe d'intérêt-être, hein, plus que interdépendance. C'est le principe d'intérêt-être. On est des êtres vivants dans des systèmes vivants et on s'intéresse aussi aux non-vivants. Donc le premier, c'est le principe de non-violence, avec la violence entre humains est inacceptable qu'elle soit directe ou indirecte. Le deuxième principe, vous allez voir, hein, j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais c'est le principe écologique où la violence contre la nature et le vivant est inacceptable, qu'elle soit directe ou indirecte. Et le troisième niveau, c'est le principe de durabilité ou de pérennité.
qui est toujours de regarder le long terme. Donc, encore une fois, ça rejoint ce qui nous dépasse vraiment. Et le quatrième principe, il faut que ce soit bénéfique pour les plus pauvres des pauvres. Donc, on est toujours aussi à regarder les minorités invisibles ou les marges. Et je trouve que depuis on est passé à travers ces quatre principes, on y revient très fréquemment dans le Régène. Ça se marie bien, en fait. Voilà, donc on avait envie de finir avec ça. J'avais envie de partager ça. Donc, merci. Peut-être que ça Merci. Oui, merci, merci Véronique de nous avoir partagé ton épiphanie et tous ces frameworks de Carole, vraiment. Et du coup, bah, j'ai aussi envie de vous inviter à nos prochains cafés Regen. Voilà, vous dire qu'on va se retrouver le 8 octobre, donc pour le 13e Café Regen, et puis ensuite en novembre et en décembre. Voilà, je vous laisse découvrir les sujets. Le 13e du 8 octobre sera avec Marie-Sarah, qui est la cofondatrice de la Regent School. Et elle sera à nos côtés pour parler résilience et robustesse, un terme Oui, aussi vu par Olivier Hamon. Ouais, Donc ce sera aux mêmes heures. voilà. ok. Donc merci, merci à vous toutes, à vous tous, et puis eh ben, à bientôt. Oui, merci Bonne beaucoup. joie. À Merci. bientôt. Ouais. Merci Véronique. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.